Et bonjour, petite fougère de YouTube. Je sais plus si j'ai dit merci avec Belle pour le marqueur de VOD. On se retrouve pour la suite de la lecture de Irénée, Hilaria, récit intime pour un féminisme révolutionnaire. On en est toujours dans le chapitre 1 et on arrive à une nouvelle sous-partie, l'exemple du féminisme washing. Quand le capitalisme ne peut pas lutter contre quelque chose, il l'achète. Comme l'eau et bientôt l'air, le féminisme est régulièrement récupéré et instrumentalisé par le capitalisme. Oh, ça tape fort déjà dès le début. Genre dès le début, tu te prends le tacle sur le fait qu'il y a déjà des entreprises qui sont en train de discuter sur le fait de te vendre de l'air. Oui, pour de vrai. Il y a un marché qui se développe depuis quelques années sur le fait de vendre de l'air, de vendre des dispositifs pour avoir de l'air frais. Voilà, on pollue, on est en train de détruire la planète. Ouais, mais regardez, il y a des entreprises qui vous vendent des bonbonnes d'air. Trop cool. Trop cool. Quel enfer. Et Jean-Mi. Non mais franchement, dès la première phrase, tu prends un tir. Hein. C'est incroyable. J'arrive sur des infos bien dégueulasses. Oui. Désolé. Je reprends. Il n'hésite pas à utiliser le féminisme pour accroître les profits économiques. C'est le dénommé féminisme washing, cousin du greenwashing. Une stratégie qui est employée par les marques, mais également par les gouvernements, pour véhiculer une image d'ouverture et de tolérance, sans emporter aucune valeur ni mettre en place aucune mesure de fond. On appelle capitaliser sur la lutte. Depuis quelques années, nous sommes ainsi habitués à voir des slogans très girl power imprimés sur les tops de Zara ou H&M et cousus par des enfants ou des femmes ouïghours dans des camps de concentration, sans oublier le désormais iconique We Should All Be Feminist, directement inspiré du titre d'un livre de l'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, que Dior a fait imprimer sur des t-shirts vendus à plus de 500 €. Le problème, la plupart du temps, ce genre de campagne marche. L'exemple le plus flagrant, c'est celui d'une campagne publicitaire de Nana. À l'automne 2019, la multinationale de protection périodique a présenté son nouveau spot publicitaire, Viva la Vulva. Une vidéo de 3 minutes aux couleurs pastel où l'on voit des bonbons, des coquillages et des pamplemousses chanter. Et nous étions apparemment peu nombreux et nombreuses à voir uniquement des bonbons, des coquillages et des pamplemousses. En effet, nombreux et nombreuses ont crié au scandale, saisissant même le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, indigné par le fait que des enfants puissent voir des fruits chanter à la TV. 1 millier de plaintes auraient été déposées. Une pétition pour retirer la pub ont même été lancées. Des pétitions pour retirer la pub ont même été lancées. Sans surprise, la réponse ne s'est pas fait attendre. Des milliers de femmes ont alors commencé à défendre la marque et à applaudir la fameuse vidéo. Et je comprends. Nous en avons marre de voir des pubs montrant systématiquement des femmes jeunes, fines, blanches, ayant des règles bleues. Mais le fait est que cela fait plusieurs années que les grandes marques de protection périodique tentent de se racheter une image. En 2018, Nana avait déjà présenté un spot publicitaire intitulé « Les règles, c'est normal », dans lesquelles on voit un homme aller acheter des serviettes pour sa copine, une femme qui en demande tranquillement en plein milieu d'un repas, ou encore un liquide rouge remplaçant le sempiternel liquide bleu. En 2014, la marque Always avait lancé la campagne Comme une fille, émaillée de plusieurs vidéos. Dans l'une d'entre elles, on demande à des adultes d'exécuter des actions comme une fille, courir comme une fille, se bagarrer comme une fille. On les voit alors réaliser des mouvements de manière hyper sexiste et stéréotypée. Quand on demande la même chose à des petites filles, elles se mettent alors à exécuter les actions de toute leur force. La vidéo termine avec de belles phrases censées nous inspirer comme « Faisons en sorte que « comme une fille » soit synonyme de choses extraordinaires ». Et pourquoi suis-je en train de critiquer les marques qui essayent de redonner aux femmes, les personnes transgenres n'étant compte quasiment jamais représentées, confiance en elles? Quel est le problème des marques qui montrent enfin que les règles sont rouges? Pour la faire courte, pendant qu'ils font chanter des pamplemousses, ils mettent du glyphosate dans nos chattes. Voilà, j'allais dire, si c'est pas fait à un moment donné, je vais peut-être devoir vous dire quand même que les protections périodiques, c'est des trucs vraiment horribles, mais non. Irénée fait encore une fois très bien le taf, de manière très crue, mais très propre. Vraiment, c'est très bien. C'est très très bien. C'est horrible parce que ces luttes sont maintenant considérées comme des trucs de bourge capitaliste. Oui et non. Je dirais pas ça. Je dirais que les luttes sont cachées par celles des bourges capitalistes. Ce qui veut pas dire que les luttes sont maintenant considérées comme des trucs de bourge capitaliste, parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est un poil plus compliqué.
mais je vois à peu près ce que tu veux dire. Et sur certains points, je peux être d'accord. Je reprends du coup sur la lecture. Alors qu'aux États-Unis, depuis les années 70, les protections périodiques sont classées comme dispositifs médicaux et leur commercialisation encadrée par l'US Food and Drug Administration, FDA, en France, aucune réglementation spécifique ne vient contrôler la production des protections périodiques. En juin 2018, des protections d'ailleurs. En juin 2018, l'ANSES a publié un rapport de 242 pages sur la sécurité des produits de protection intime. Le dossier évoque une étude qui avait été menée en 2016 par l'Institut national de la consommation, l'INC, et le Service commun des laboratoires, le SCU, pour chercher la présence de substances chimiques sur les serviettes, tampons, protège-slip notamment. Pas moins d'une trentaine de substances ont été détectées. L'ANSES précise: à noter que l'usage de certaines substances pesticides quantifiées dans les produits analysés est interdit dans l'Union européenne, UE, l'indane, quintozène depuis 2000, hexachlorobenzène depuis 2004. Glyphosate, dont l'usage est autorisé dans l'UE, a été quantifié dans certains produits. Et oui, des pesticides interdits depuis une vingtaine d'années sont présents dans nos culottes. Tout va bien. Je précise que leur interdiction est due à leur caractère cancérigène et au risque de tumeurs hépatiques. La question de la composition des protections périodiques est un grand débat depuis quelques années. En 2012, Lauren Washer, jeune mannequin américaine, donc ça doit être plutôt Lauren, pardon, typiquement j'ai mal prononcé le prénom, je pense. Ça doit être Lauren Washer, je sais pas comment le prononcer. Jeune mannequin américaine est victime d'un syndrome du choc toxique, SCT, après avoir utilisé un tampon. Comme conséquence de ce SCT, ses 2 jambes seront amputées à cause d'un tampon. C'est quoi s'alarmer? Ayant eu écho de cette histoire en 2015, la Française Mélanie Doerflinger lance une pétition en ligne intitulée « Rendre visibles les compositions des tampons de la marque Tampax », après s'être rendu compte que les emballages de protection périodique n'affichaient pas les composants. La pétition a été signée 307 000 fois 837. Ah oui. Face au scandale et à l'énervement des consommatrices, les services de communication... Alors en même temps, ça fait beaucoup et en même temps, ça fait peu. C'est-à-dire que ça fait beaucoup et en même temps, c'est pas tant que ça. Hein. Il y a quand même plein de gens qui en ont rien à péter. Hein. Et je me doute à peu près de qui n'a pas signé ce genre de truc, on va dire. Bref, je reprends. Face au scandale et à l'énervement des consommatrices, les services de communication de nos chères marques de protection périodique classiques se sont mis au travail. Et désormais, sur le site de chaque marque, vous pourrez trouver une section dédiée à la composition de leurs produits, où chaque marque nous explique à quel point notre santé est importante pour elle. Évidemment, ni l'indane, ni aucun pesticide n'y est mentionné, et pour cause, ils ne sont pas utilisés directement par les marques, mais se trouvent déjà sur les matériaux qu'elles emploient pour fabriquer les produits. Et sur ce point-là, le prix du plus gros foutage de gueule revient sans aucun doute à Tampax. La marque, qui, tout comme Always, appartient au groupe Procter & Gamble, P&G, a sorti en 2018 2 vidéos parlant de la composition de leurs produits, ainsi que du syndrome du choc toxique. Les choix esthétiques et artistiques en disent long sur la perception qu'a la marque des femmes. Couleur pastel, petits dessins, une voix enfantine parlant à 2 à l'heure. On pourrait croire à un dessin animé pour enfants. Or, je doute que des petites filles fassent souvent des recherches sur le SCT. Mais la composition douteuse de leurs produits et leur manière d'infantiliser les femmes ne sont pas les seules raisons pour lesquelles boycotter ces marques. Jusqu'en 2015, en France, les protections périodiques étaient taxées comme un produit de luxe, c'est-à-dire avec un taux de TVA de 20%. L'État ne les considérait pas comme un produit de première nécessité. Les organisations féministes se sont beaucoup mobilisées à ce sujet. Des pétitions ont été signées et le collectif Georgette Sand avait même lancé un appel à se rassembler le 11 novembre 2015 pour exiger la suppression de cette fameuse taxe. En décembre 2015, les députés ont enfin fini par voter un amendement qui fit passer le taux de la TVA des protections périodiques de 20% à 5,5%. On va chanter victoire. Hein. Si ce n'est que depuis, les marques de protection périodique ne semblent pas avoir baissé les prix de leurs produits. En d'autres termes, au lieu de payer moins cher nos boîtes de tampons, les marques ont augmenté leurs bénéfices car les prix sont restés les mêmes. Ainsi, quand on voit qu'en 2019, Always lance une campagne non à la précarité menstruelle en annonçant que pour l'achat d'un paquet, la marque donnera des produits à des femmes dans le besoin, il y a de quoi rire. Alors, je ne vais pas compléter la phrase parce que ça ne s'arrête pas au mot rire. Sauf que, on m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça
que c'est une expression qui est raciste. Que je ne savais pas. Pour moi, c'était une expression qui signifiait que quand on rigolait ainsi, on rigolait pas vraiment, qu'on avait un rire un peu étrange. Sauf que, a priori, c'est une expression qui vient en fait d'expressions racistes par rapport aux personnes asiatiques. Du coup, je ne vais pas finir cette phrase. Voilà, je me permets de skipper ça parce que je pense que c'est pas adapté du coup. Peut-être rire aigre, pourquoi pas, effectivement, pour remplacer éventuellement. Mais ouais, non, l'expression, du coup, maintenant que je sais, ça me convient pas. On va dire ça ainsi. Et encore une fois, hein, je veux pas là cibler qui que ce soit, et donc là, en l'occurrence, Irénée, hein, parce que je vous rappelle que malheureusement, c'est des éléments, des vecteurs sociaux qui sont transmis par nos sociétés, et que malheureusement, il y a trop de cas où on ne sait pas, mais on reproduit des oppressions. Ça ne veut pas dire que c'est OK, hein, mais quand on le sait, on essaie de les esquiver. Mais parfois, malheureusement, on ne les sait pas. Voilà, oui, les personnes asiatiques étaient vues comme pas franches, donc un rire qui est pas franc. Ouais. Tout à fait, Loulou. Alors après, justement, je fais en sorte de pas spécialement la dire. C'est tout le truc. Je me permets du coup d'effacer ce message parce qu'en fait, si je l'ai pas dit vocalement, c'est pas sans raison. Je veux pas en fait que des gens se sentent blessés pour avoir vu en fait ce message ou quoi, parce qu'encore une fois, les expressions racistes, ça peut blesser les gens qui sont concernés. Oui, c'est ce qui est écrit. C'est l'expression qui est dans le texte. C'est pour ça que du coup, je me permets de supprimer ton message. Parce que j'ai pas envie, en fait, si je fais exprès de ne pas la dire, pour éviter de blesser qui que ce soit, je vais pas permettre que du coup ça soit marqué dans le chat, parce que sinon ça va passer à côté du point que j'essaye d'éviter justement. Donc bon. Mais effectivement, voilà, c'était cette expression-là qui était dans le texte, et du coup, c'est une expression qui est raciste, et donc forcément, moi je préfère ne pas la dire. Vous vous en doutez. Donc voilà. Mais ça, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, il y a que quelques mois que je l'ai appris. Et du coup, maintenant, je fais un peu plus attention, évidemment. Parce qu'avant, ne sachant pas, je faisais pas très attention. C'est pas forcément une expression que j'ai beaucoup utilisée, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'utiliser. Donc là, je skip évidemment la fin du texte pour éviter de la dire. Vous m'en voudrez point. Et bonjour à toi au passage, du coup, Loulou. J'espère que tu vas aussi bien que possible en cette belle journée. Je reprends la lecture. Le féminisme washing est donc la technique employée par les marques pour séduire un public qui est sensible au féminisme, mais tout en continuant d'aggraver la situation des femmes. Ainsi, en 2019, et grâce à des pamplemousses qui chantent, une marque qui participe à l'accroissement des inégalités économiques entre les sexes ainsi qu'à la précarité des femmes tout en foutant des pesticides interdits dans nos chattes, se fait attribuer l'étiquette de féministe. C'est le monde à l'envers et c'est la preuve même du triste succès du féminisme washing. Le capitalisme, c'est un système de domination. Il ne peut en être autrement, puisque sa réussite repose précisément sur l'exploitation de toute une classe. L'inégalité est son essence. C'est sa condition d'existence. Un féminisme libéral, c'est donc par définition un mouvement militant pour le maintien d'un système de domination, et dont les femmes et les personnes racisées sont aujourd'hui les principales victimes. Ainsi, et au vu du contexte politique actuel, il est temps d'affirmer et d'assumer. Le féminisme libéral ne peut pas être. Il ne peut pas être toléré, il ne peut pas être considéré comme légitime, il ne peut pas être défendu. Car un féminisme qui défend le capital, c'est un féminisme qui érige contre les femmes de manière générale, de même qu'il perpétue les oppressions contre les pauvres, contre les racisés et contre toutes les personnes qui se situent aux marges de la société. Il faut en urgence cesser d'avoir peur d'émettre des critiques à l'encontre de certaines branches du féminisme sous prétexte que ce ne serait pas sorore. La sororité ne peut être sans condition. Lorsque des femmes s'attaquent à nos droits, à nos conditions de vie ou à celles d'autres communautés, elles ne sont pas nos camarades. Les femmes peuvent être nos ennemis politiques et ce, même si leur combat est mené, comme le nôtre, au nom du féminisme. À la sororité, sans fondement, j'oppose la solidarité politique avec les opprimés. Hilaria et ses filles étaient opprimées autant par leur genre que par leur classe, indistinctement. Une féminisation du capitalisme à leur époque n'aurait rien changé à leur quotidien, ni à celui de leurs frères qui étaient ouvriers. L'ascension des femmes bourgeoises au pouvoir ne concerne en rien les femmes du prolétariat, qui continueront à subir l'oppression capitaliste, que ce soit par le biais d'un patron ou d'une patronne. Le féminisme ne peut exister sans lutte des classes. Défendons un féminisme qui est révolutionnaire, se positionnant radicalement contre le capital.
Bah, très bien. Ça, c'était la fin du chapitre, du coup, sur le féminisme et le capitalisme. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. J'ai pas, encore une fois, de choses à dire contre le texte, hein. Depuis le début de la lecture, c'est vraiment un truc où je suis très raccord. Vraiment que Irénée écrit parfaitement bien. Donc c'est très cool. Enfin, vraiment, c'est très cool. Alors, je viens de recevoir un message d'Anémone qui est toute contente, avec des smileys et tout. Apparemment, elle a fait une vente sur Etsy. Quelqu'un a pris un petit canard. Et bah, du coup, si quelqu'un a pris un petit canard et se trouve dans le chat, bah, merci beaucoup. Voilà. Je vous transmets que Anémone est super contente, puisqu'Anémone actuellement est au travail. Et pourtant, elle vient tout de suite dans mes MP en mode ah, c'est trop bien, quelqu'un m'a acheté une peluche. Et c'est trop cool. Donc, bah, merci beaucoup à la personne, si tu m'entends, d'avoir pris un canard. C'est adorable. J'en profite pour boire un coup mon café. Ah, c'est bon. Il est plus en train de me brûler la gorge. C'est vachement mieux. Boire un café qui ne vous brûle pas la gorge, c'est bien. C'est mieux. On va pas se mentir, c'est mieux. Je reprends. Chapitre 2. Féministe contre la prison. La prison n'est pas féministe. L'oppression, la domination sont les principales caractéristiques du complexe industrialo-carcéral. La théoricienne féministe Charlotte Bunch suggère que le féminisme est une perspective politique qui vise des changements structurels, mettre fin à la domination et résister à l'oppression. Selon cette définition, les prisons ne peuvent pas être féministes. Et comme le suggère Angela Davis, la prison est un élément clé du dispositif de coercition de l'État. Sa fonction primordiale est d'assurer le contrôle social. Alors, comment un féminisme qui cherche à mettre fin à la domination et à résister à l'oppression peut-il adopter la prison comme stratégie de base pour éradiquer la violence? Citation de Mariam Kaba. Je ne suis pas anti-carcéral malgré mon féminisme. C'est parce que je suis féministe que je suis contre la prison. Car le féminisme implique pour moi de vouloir changer le monde. Et nul patriarcat ne pourrait être détruit en se servant des institutions qui le soutiennent. Encore une fois, c'est très clair. Moi, là-dessus, je réagirais quand même pour rajouter un complément. Par rapport à mes lives, et ça a été le cas notamment au cours de la journée, je vous ai dit plusieurs fois, et encore une fois, c'est quelque chose qui est très très récurrent chez moi, hein, la violence, le punitif, c'est de la merde. C'est-à-dire que si vous vous contentez de punir, vous n'allez pas construire un autre modèle de société. Vous n'allez pas pouvoir construire quelque chose de différent dans le sens où vous ne pourrez que reproduire des systèmes oppressifs, en fait. Forcément. Si vous voulez travailler justement une nouvelle société, une nouvelle manière de faire société, de faire du commun, etc., il faut forcément se détacher du punitif. Il faut forcément sortir des cadres en fait qui actuellement sont des vecteurs de domination et d'oppression et qui de fait ne peuvent que l'être. Le punitif, si vous vous contentez du punitif, vous ne pouvez faire que de l'oppression. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Ça devient un moyen de dominer purement et simplement. Donc de fait, il faut en sortir. Que ce soit le punitif, que ce soit la violence, que ce soit la prison, etc. Tout ça, c'est la même chose. Hein. C'est le même bloc. Hein. On peut essayer de dire oui, mais ça, c'est pas tout à fait pareil que ça. Peu importe si votre manière de répondre aux oppressions, c'est juste de reproduire des oppressions d'une manière ou d'une autre, bah c'est nul. Voilà, je vous le dis en toute franchise, c'est nul. Et du coup, vraiment, à mon sens, là, pour moi, ça coule de source, quoi. C'est encore une fois très cohérent avec ce que moi je vous dis sur mes lives. Je suis pas anti-carcéral parce que, malgré le fait qu'à côté, je suis contre les oppressions, etc. Parce que pour moi, la prison n'est que un système oppressif et ne peut que reproduire un système oppressif. Ne pourra que y participer. Pour moi, bien sûr qu'il faut gérer les violences qui sont faites, les oppressions qui sont faites dans nos sociétés, mais en fait, il ne faut pas se contenter de reproduire des systèmes violents, oppressifs en réponse. Sinon, on ne va pas aller loin. On va juste reproduire d'autres oppressions, on va juste reproduire d'autres systèmes de domination. Et franchement, c'est nul. Ça sert à rien. 0 utilité sur 20, quoi. On va revenir sur la même thématique que juste avant avec le féminisme blanc. Quel est l'intérêt d'avoir plutôt une patronne qu'un patron? Quel est l'intérêt d'avoir une prison de gauche, entre guillemets, plutôt qu'une prison des droites, en fait? Qu'est-ce que ça change? C'est la même chose, c'est le même outil, c'est le même truc, ça va produire les mêmes cadres oppressifs, en fait. Ok, ça sera peut-être pas dirigé vers tout à fait les mêmes personnes, ce dont, en soi, personnellement, je doute quand même beaucoup. Hein, parce que généralement, c'est toujours les personnes qui vont mettre dans les marches qui vont en prendre plein la gueule, hein, c'est le principe. Donc je pense que ça ciblera globalement les mêmes gens. Hein.
Mais bon, admettons, ça ciblera pas tout à fait les mêmes gens. Ok, et après, qu'est-ce que ça change, du coup? Enfin, ok, plutôt que de mettre, je sais pas moi, Jean-Billy en prison, on va mettre Jean-Michel en prison. Bon bah ok, bah, Jean-Michel est quand même en prison, est quand même en train de subir un système oppressif et dégueulasse, en fait. Donc vraiment, en soi, quand tu luttes justement contre les oppressions, ça me semble être le minimum syndical d'être anticarcéral et donc de fait anti-psychiatrie, en même temps qu'on se bat pour les différentes oppressions, en fait, contre les différentes oppressions. C'est genre vraiment, littéralement, la base, quoi. Genre vraiment la base de la base. Je bois un coup. Ah. Allez, je reprends la lecture. Hilaria, ses enfants et la prison. Hilaria a fait de la prison. En 1938, elle a été enfermée quelque temps avec sa fille Lola dans la prison d'Andareta, à San Sebastian. Son fils, Tsiki, avait été déclaré déserteur de l'armée. Quand les militaires rebelles, ceux qui soutenaient le coup d'État de Franco, ont pris la ville au début de la guerre civile, les 3 garçons de la famille ont dû fuir. Ils faisaient partie du groupe socialiste et indépendantiste basque. Étant catégorisés comme rojos, rouges, par les services secrets fascistes, ils ont dû se réfugier à Bilbao. Un document trouvé dans un livre de registre des personnes évacuées du Pays Basque daté du 27 octobre 1937 en atteste. Signé à Bilbao par l'aîné, Pepe, alors âgé de 28 ans, le document confirme que les 2 frères, Manolo et le 3e ne figurant pas sur l'archive, ont dû fuir ensemble. Tsiki, de son vrai nom Alfredo, n'avait que 19 ans. Une fois installé dans la capitale basque, Tsiki est embauché dans le département de travaux publics et continue son activité militante en organisant notamment des spectacles dans le but de récolter de l'argent pour les enfants d'ouvriers. Dans la vie de Tsiki, les arsenics et la lutte iront toujours de pair. Un document daté du 5 avril 1937 et rédigé par le secrétaire général du département des travaux publics de Bilbao confirme à son tour cette information. El Tío Tsiki aurait demandé l'autorisation de quitter son poste de travail plus tôt afin d'assister à des répétitions théâtrales. La demande lui fut refusée au prétexte qu'il avait déjà assisté à diverses représentations théâtrales tout au long du mois passé. Le 29 décembre 1936, le journal Euskadi Roja, organe du Parti communiste du Pays Basque, annonçait la tenue du festival caritatif pro-enfance ouvrière le mercredi 30 décembre à 18h au théâtre Buenos Aires de Bilbao. Organisé par El Segundo Batallón, le 2e bataillon de l'ANV, dont Tsiki faisait partie, le 2e numéro du programme est présenté comme tel. Duel musical comique par les miliciens La Huerta et Gracia. La Huerta étant bien entendu El Tío Tsiki. Le 10 juillet 1937, un an après le début de la guerre, il est admis dans une formation pour devenir pilote dans l'armée de la République et doit se rendre à Santander afin de la suivre. Pendant ce temps, les troupes fascistes continuent leur avancée. Lorsqu'il se rend à Santander, il est arrêté par les nacionales, les troupes fascistes. Enfermé d'abord dans un camp de concentration à Vitoria, il sera ensuite emprisonné à Murguia, à Lava. Suite à cela, il est emmené à Burgos, où on lui fait intégrer El Regimiento San Marcial, un régiment au sein de l'armée fasciste donc. El Tío Tsiki apprend qu'il va alors être conduit sur le front en première ligne, comme il est coutume de le faire avec les prisonniers, qui servent souvent de chair à canon. Mais Tsiki ne veut pas tuer au nom de Franco et encore moins mourir pour lui. Il décide donc de fuguer avec 3 amis. Les militaires sont alors allés chercher sa mère et sa sœur. Hilaria avait 55 ans. Lola en avait 28. La tia Coro et mon arrière-grand-mère, Conchi, sont alors restés en charge du foyer et de Pili, qui n'avait alors que 15 ans. De cet événement, je ne dispose que des récits familiaux, la plupart des archives de la prison d'Ondarreta ayant disparu depuis. Celle-ci avait été ouverte en 1890, pour enfermer toutes sortes de prisonniers et prisonnières. Dès 1931, avec l'instauration de la Deuxième République, la prison commence à accueillir exclusivement des prisonniers et prisonnières politiques. En juillet 1936, le lieu passe sous contrôle franquiste. À l'intérieur de ces murs, des centaines d'ennemis politiques de Franco sont enfermés et torturés. 600 personnes y seront fusillées. Jusqu'à sa fermeture en 1948, la prison fait partie du paysage de la ville. Elle est située au bord de la mer, créant un contraste macabre entre les locaux profitant de la plage d'Ondarreta et les violations des droits humains perpétrées à quelques dizaines de mètres plus loin. On l'a surnommée la Cárcel del Salitre, la prison du sel marin, à cause de l'odeur iodée qui inondait la prison et la manière dont la proximité de la mer abîmait les murs de pierre, accélérant son abandon par les autorités.
Dans un livre écrit en 2012 en collaboration avec la mairie et la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, Ondarreta, la Cárcel del Salitre, l'historien basque Iñaki Egaña explique. Un des prisonniers de cette époque, qui réussit à survivre, raconta, dans un livre publié à Buenos Aires, l'expérience des internes d'Ondarreta. Dans ces moments où la mort de chacun dépendait d'une liste conçue par des messieurs bourreaux, tous animés par le même plaisir de tuer, égaux en soi, mais se différenciant uniquement par les couleurs de leurs uniformes, bérets rouges, chemises bleues, manchettes étoilées, personne ne dormait dans la prison. Tous attentifs aux pas qui s'approchaient ou s'éloignaient de la cellule qu'on occupe, craignant le bruit des serrures, respirant un peu plus profondément quand les pas et les bruits provenant d'un autre étage. Le témoignage le plus diffusé cependant fut celui du prêtre José Aristimuño Etzol, fusillé à Hernani. Après son arrestation dans le bateau Galerna, il fut conduit à la prison d'Ondarreta où il fut sauvagement torturé. Le témoignage du marchand français Jean Pelletier, qui fut arrêté sur le même bateau et écrit un livre nommé 6 mois dans les prisons de Franco, met en lumière le passage des exécutés par la prison d'Ondarreta où ils étaient torturés de façon barbare. Ah bah, les archives fascistes qui disparaissent, surprise, mais en fait non. Après, si ça peut vous rassurer ou pas, de manière générale, les archives sur les prisons, etc. disparaissent. De manière très 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 large, les États, les structures étatiques font toujours disparaître ce qu'elles font. Nient toujours, strictement, largement ce qu'elles font. Vous avez notamment le travail qui est fait par Antipé, dont d'ailleurs je vais faire un petit shoot-out, c'est l'occasion. Je fais pas souvent de shoot-out, mais là c'est l'occasion. Shoot-out et Arkham, voilà. Qui fait donc un énorme travail sur les prisons, justement, et depuis très longtemps. Vous avez notamment ses productions sur YouTube, mais également en live. En fait, c'est montré assez clairement, les États ne montrent pas ce qui se passe dans les prisons. C'est extrêmement rare et difficile d'obtenir ce qui se passe dans une prison. Généralement, vous allez tomber sur des trucs assez éclatés au sol, où on va... vous montrer la nouvelle prison toute neuve avec des gens qui sont bien contrôlés parce qu'il y a des matons tout autour pour bien s'assurer qu'ils disent pas trop de choses, pas trop de bêtises, que ça tâche pas trop quand même l'image de la prison, des flics, des matons, tout ça. Mais malheureusement, quand on a des vraies infos qui tombent, c'est toujours glaçant, systématiquement. La prison, c'est pas quelque chose qui peut être de près ou de loin quelque chose de bien. Ça ne peut jamais servir à autre chose que du contrôle, des violences, de l'oppression. Ça ne peut pas servir à autre chose, vraiment. Et là-dessus, encore une fois, les archives, oui, bien sûr, les fascistes font disparaître leurs archives, mais c'est pas les seuls. Les États, comme les nôtres, alors après, on peut venir discuter sur le fait que notre État a plus d'un niveau à des fonctionnements fascistes, et c'est vrai, très clairement. En fait, ça participe aussi à ce genre de modèle-là, et ça fait disparaître aussi très largement ce genre de preuves. Très, très, très largement. Ça ne veut pas montrer, en fait, ce qui se passe dans les prisons. Parce qu'on sait très bien que c'est pas propre ce qui s'y passe. Je reprends. En 2012, la mairie de San Sebastián a inauguré un monument à l'endroit où se trouvait auparavant la prison d'Ondarreta, en mémoire des victimes de la répression franquiste. La sculpture a été réalisée avec des pierres qui formaient les murs du lieu, pierres que l'on retrouve encore sur la plage. C'est dans ce lieu, à Ondarreta, à la Cárcel del Salitre, dans cet endroit de torture et de mort, que mon arrière-arrière-grand-mère ainsi que sa fille aînée ont été enfermés. Hilaria a fait de la prison, en pleine guerre civile, car son fils refusait de tuer au nom de Franco. Au même moment, son autre fils, El Tío Manolo, était également enfermé en prison, un épisode de sa vie dont il ne se remettra jamais. Le 9 décembre 1937, suite à un conseil de guerre qui a eu lieu à Santoña, il avait été condamné à 12 ans et 1 jour de prison pour avoir soutenu la rébellion, comme son frère Tsiki, qui appartenait à l'ANV. Fondé le 30 novembre 1930, c'était l'un des premiers partis politiques de la gauche, abertzale, républicain, appartenant au courant du nationalisme basque et revendiquant son indépendantisme. Pendant la guerre civile, le parti s'est organisé pour défendre le camp républicain face à l'avancée des troupes fascistes. El Tío Manolo a ainsi rejoint le front au sein du bataillon Saceta, et c'est après la défaite des forces antifranquistes, qu'avec tant d'autres, il fut jeté en prison. J'ai retrouvé des documents sur mon oncle Manolo sur le site Donostia 1936-1945, un projet mené par des enquêteurs de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi. Ils expliquent que l'objet spécifique du présent projet est de récupérer la mémoire historique
de faire connaître la violence des violations des droits humains qui, pendant la guerre civile et le régime dictatorial franquiste, s'est produite dans la municipalité de Donostia et à l'encontre des Donostiaras, à Donosta et ou ailleurs. Concrètement, le projet prétend localiser toutes les personnes ayant subi différents types de violations des droits humains entre 36 et 45 et d'identifier ceux qui sont décédés au front. Heureux, et je redécouvre l'état liquide de mon corps. Tu redécouvres l'état liquide de ton corps, tu es donc devenu un chat. C'est ça? Tu es devenu un chat? Presque. Oh. Comment ça se fait que tu découvres l'état liquide de ton corps? Quel est le lien? J'avoue ne pas avoir fait le lien. Le sport kiné m'a bien achevé. Ah, certes. Certes, ça s'entend. Bah du coup, tu vas peut-être un peu canner. On est sur tout ce qui est fasciste de l'enfer. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Je sais pas si ça va bien se passer. Je reprends la lecture. Ce qu'a vécu El Tío Manolo est qualifié ici de crime contre l'humanité. Les informations présentes sur le site sont brèves, synthétiques, mais confirment et complètent les récits que la Tia Pili avait transmis à ses enfants, dont la prima Marta. On y retrouve sa fiche pénitentiaire. Le 9 décembre 1937, El Tío Manolo a été jugé et condamné par un tribunal franquiste à 12 ans et 1 jour de prison pour soutien à la rébellion. Il avait alors 25 ans. Les noms d'Hilaria et de mon arrière-grand-père Manuel figurent sur la fiche. Après quelques mois passés à la prison d'El Dueso, à Santoña, il fut déplacé le 24 août 1938 à la prison centrale de El Puerto de Santa Maria, à Cadiz, en Andalousie. Chaque soir, les gardiens embarquaient des prisonniers. Ils ne revenaient jamais. La transmission du récit de son vécu trouve un écho dans les paroles de Marcos Ana. Prisonnier politique du régime franquiste entre 1939 et 1962, il a été interviewé dans le cadre du documentaire allemand Franco, Le dictateur oublié, diffusé sur Netflix en 2021. Il raconte: Todos los días, por la noche, acaban a un grupo de compañeros menos los sábados. Pero los demás, todos los días, había un grupo de compañeros que a veces eran cientos de compañeros que se iban a enfrentar en la última madrugada de su vida. Y yo viví en aquel infierno. Toutes les nuits, il sortait un groupe de camarades, sauf les samedis. Il ne voulait fusiller personne le dimanche. Mais sinon, tous les jours, il y avait un groupe de camarades, qui comptait parfois des centaines de camarades, qui allaient se confronter à la dernière robe de leur vie. Et moi, j'ai vécu cet enfer. El Tío Manolo a dû vivre de longs mois, en se demandant si, la nuit suivante, ce serait à son tour d'être fusillé, avant d'être jeté dans une fosse commune. En réalité, il aurait été fusillé si les franquistes avaient su qui il était. Lors d'un entretien, le fils de Manolo m'a raconté que son père était commissaire politique de la ANV et lieutenant au sein de l'armée. Or, les lieutenants étaient bien souvent tués sur le coup. Par je ne sais quel miracle, les franquistes ont cru qu'il était sergent et Manolo a ainsi pu sauver sa vie. El Tío a été libéré au bout de 3 ans pour des raisons liées à la Deuxième Guerre mondiale, mais que je ne suis pas parvenu à comprendre totalement. Une lettre datée du 25 janvier 1938 a été conservée. C'est la Tia Coro, âgée alors de 18 ans, qui l'a envoyée à Manolo. On apprend ainsi que pendant son incarcération à El Dueso, il se trouvait dans la cellule numéro 4 du rez-de-chaussée côté gauche. Coro ne voulait pas que son frère apprenne l'incarcération d'Hilaria et de Lola. Alors elle inventa une excuse. Queridísimo hermano Manolo, recibimos tu última tarjeta, a la que no contesta mamá como de costumbre porque se ha metido una espina de pescado en un dedo y le es imposible escribir, lo que lamenta horrores porque le gusta mucho Arcero. Très cher frère Manolo, nous avons reçu ta dernière lettre à laquelle maman ne répond pas comme d'habitude car elle s'est mise une arête de poisson dans un doigt et qu'il lui est impossible d'écrire, ce qu'elle regrette fortement car elle aime beaucoup le faire, dit-elle au début de la lettre. Hilaria et ses enfants ont été victimes de l'appareil répressif qu'est la prison. C'est aussi le cas de Conchi, Coro, Pili, qui, même s'ils ne se sont pas retrouvés derrière les barreaux, ont subi les conséquences propres aux proches des détenus, et ce en pleine guerre. D'ailleurs,
Ce rôle de proche de détenu, la Tia Kolo, l'incarnera à nouveau quelques décennies plus tard lorsque son fils écopera d'une peine de 3 ans de prison en Belgique. L'expérience que les La Huerta Rezola ont fait de la prison n'est pas anecdotique, elle est systématique. Leur cas ne fait pas exception, car la prison et tout le système pénal, et punitif dans son ensemble, est par définition une arme de répression au service du pouvoir. La façon dont la logique carcérale est normalisée dans le féminisme, et plus précisément dans le féminisme blanc bourgeois, ainsi que la manière dont la position anti-punitiviste peine à se faire entendre, sont probablement la plus grande défaite de ce mouvement qui, depuis ses débuts, est tiraillé entre les tendances libérales et les élans révolutionnaires. Le système carcéral a trouvé au sein du féminisme son meilleur allié pour faire sa propagande. Depuis les années 70, différents États ont ainsi instrumentalisé les violences sexuelles afin de justifier le renforcement de ce système, le durcissement des lois, les incarcérations massives, les outils de surveillance généralisée. Au-delà du caractère répressif, raciste, classiste, antiféministe de la prison, ainsi que de sa complète inutilité dans la lutte contre le patriarcat, la promotion abusive du carcéralisme révèle une tendance plus lourde. La banalisation d'un lieu inhumain où l'on pratique ce qui s'apparente à de la torture physique, psychologique. Après maintes lectures, réflexions et conversations, j'en conclus que ce féminisme, je n'en veux plus. Je veux avancer ici mes principales raisons en vue de créer une discussion collective bien nécessaire. Franchement, très bien. Très très bien. Purée, je me suis étouffé à Franco, dictateur oublié. Si lui est oublié, on en fait quoi de Salazar? Bah, ça, c'est le titre de l'ouvrage qui a été cité, du coup. Qui était... Qui était où? Qui est un reportage Netflix. Enfin, est-ce que j'ai besoin de vous préciser la chose plus loin? Netflix, qui est quand même un petit peu beaucoup connu pour ses réécritures historiques, ses reportages douteux, ses prises de position éclatées au sol, réactionnaires, etc., etc. Enfin voilà, hein, disons que vraiment surprise mais pas surprise quoi. Enfin, c'est vraiment l'alerte surprise mais pas surprise. Hein. Pour, un Netflix premier degré, dessus vous avez des reportages qui sont complotistes, qui sont assez graves hein, quand même au niveau de ce qui est dit et de ce qui n'est pas dit. Donc ouais, voilà. Oui, après, par contre, oui, ça, ce point-là, par contre, est important. On parle peut-être des dictateurs européennes, le but étant de cristalliser le mal sur Hitler et de ne pas voir les problèmes sur l'Europe. En ce sens-là, par contre, je suis assez d'accord que, mais ça, c'est un truc pareil, encore une fois, que je vous ai dit très, très, très largement sur ma chaîne. On a un peu trop facilement tendance, quand on parle par exemple des fascistes, typiquement, de dire « Ah, mais les régimes nazis !» et de s'arrêter là-dessus. On va le redire un peu plus facilement et largement et de manière audible. Nos régimes actuels sont des régimes qui, à plus d'un niveau, ont des fonctionnements fascistes, découlent de régimes fascistes, sont fascistes. Quand vous avez la France qui a mis quand même un certain nombre de populations en esclavage, les a fait déporter vers les États d'Amérique, etc., qui par derrière a fini par permettre à certains États d'avoir officiellement une certaine liberté, mais qu'en fait, absolument tous les tenants aboutissants sont toujours tenus par des Français, par l'État français, qui doivent toujours avoir en fait des... oui, il a fait 2 fois, hein, oui, la France, vraiment gros talent. Hein. Gros talent dans le fait d'être une grosse merde. Hein. Et que derrière, vous avez donc des États qui doivent toujours avoir une monnaie française, hein, qui ont toujours le franc. Hein, voilà. C'est quand même des trucs qui sont graves en fait et qui sont de fait des trucs fascistes. Sauf que on a tendance à dire on n'a rien vu, vous avez vu les nazis, ils sont méchants les nazis. Et hop, on va pas creuser plus loin. En ce sens-là, du coup, peut-être qu'au-delà de ma pique un peu rapide sur Netflix, peut-être que ce reportage travaille aussi cette question-là. Dans le sens où les dictatures sont très facilement mis de côté, les régimes réactionnaires européens sont très facilement mis de côté, en utilisant un épouvantail qui fait très très peur, à savoir les nazis, à savoir Hitler, et que c'est bien pratique, parce que ça permet de pas trop remettre en question en fait tout un tas de fonctionnements qui sont purement et simplement dégueulasses à différents niveaux dans nos sociétés, encore à l'heure actuelle, là maintenant tout de suite, par les pays comme la France, comme
à peu près tous les pays en fait en Europe, hein, de près ou de loin, hein, notamment la Grande-Bretagne, elle est bien connue aussi. Enfin voilà, tous les pays européens, tous les pays de manière générale sont des belles saloperies. Et vraiment, il y a une grosse capacité à botter en touche en utilisant un épouvantail que sont par exemple les nazis. Et là-dessus, je suis assez d'accord qu'il y a vraiment un côté de cristallisation sur les nazis, sur Hitler, sur ce genre de grosses, on va dire, de grosses époques, de grosses... je sais pas comment vérifier, mais voilà, de moments où vraiment il y a un régime en particulier qui sort, et vraiment on va focus là-dessus, puis on va mettre bien tout le reste sous le tapis, on va bien occulter, pas trop remettre en question et pas trop se regarder, parce que sinon on devrait se rendre compte qu'on a fait des trucs tout aussi dégueulasses en fait à différents niveaux, et qu'on n'a pas envie, hein, qu'on veut pas en fait, tout simplement. Donc là-dessus, peut-être qu'effectivement, le reportage, s'il a ce titre, à savoir du coup Franco, le dictateur oublié, c'est peut-être un peu dans ce sens-là, dans le sens où on vient un peu trop facilement fermer les yeux et dire oh finalement c'était pas si mal, quand bien même dans plein de milieux et notamment nos milieux à nous, parce qu'ici de manière très large on est globalement très 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 à gauche, beaucoup de gens sont anarchistes, etc. Très clairement nous on n'oublie pas, hein, on n'est pas aveugle, mais ça s'entend, vous voyez. La Pologne et la Hongrie en ce moment n'ont pas grand-chose à envier aux dictatures des années 30, notamment quand on regarde leur traitement des personnes anti-LGBT. Oui, mais en fait, c'est pas les seuls. Enfin, la France, elle se fait toquer quand même systématiquement pour sa manière de traiter les personnes anti, les personnes LGBT encore récemment. Enfin, je vous rappelle que ce n'est que en 2016 que la France a officiellement enlevé de la loi l'obligation de stériliser les personnes qui faisaient une transition. Vous voyez. Enfin, encore une fois, l'histoire, c'est sympa de toujours venir cibler les autres pays, mais à un moment donné, pour regarder un peu son nombril. Voilà. Et le truc, c'est que en ce sens, je peux comprendre du coup le titre du reportage éventuellement. Je ne sais pas si c'est le cas. Hein. Voilà, très, très très franchement, je ne sais pas si c'est le cas. Peut-être parce que ma première pique était quand même envers le fait que Netflix a beaucoup de reportages qui sont très éclatés au sol et très réactionnaires et très dans une réécriture de l'histoire, etc. Peut-être que c'est dans ce sens-là que du coup est écrit le documentaire, réalisé le documentaire, et alors là, il a d'autres trucs à être critiqués. Peut-être qu'à contrario, pour une fois, Netflix n'y est pour rien, et que là, on est sur un reportage qui veut justement embarquer sur cet angle-là de, en fait, on a tendance à cristalliser sur 2-3 petits trucs, alors qu'en fait, on est bien tous pourris à côté, quoi. Donc bon. Voilà, honnêtement, aucun pays d'Europe ne peut en envier un autre, je suis assez d'accord là-dessus. Hein. Vraiment, premier degré, je vois pas trop quel est l'intérêt de venir dire, de près ou de loin, « Oh, t'as vu, regarde, le pays là-bas, il est un peu plus craignos, alors que franchement, tous nos pays sont des régimes de merde. Tous nos pays font des trucs dégueulasses, à plusieurs niveaux, et continuent constamment. Hein. Et c'est pas parce qu'on a réussi à grappiller 2-3 trucs par-ci par-là que c'est la panacée, hein, loin de là. Hein. Vraiment, si vous prenez les droits des LGBT, par exemple, c'est une hécatombe. Hein. La France, elle est pas bien. Hein. Très 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 pas bien. Hein. Alors ok, peut-être qu'on n'a pas des lois qui sont aussi clairement dégueulasses sur la question LGBT que peut l'avoir la Pologne et la Hongrie, mais en fait on se rattrape sur tellement d'autres points, sur tellement d'autres niveaux, que bon, non, je vois pas trop l'intérêt de dire regardez la Pologne et la Hongrie, quoi. Moi personnellement j'avoue que non, enfin... Je vais prendre la phrase que j'ai tendance à réutiliser un peu régulièrement. Quelqu'un que je connais qui est très sage, et elle a parfaitement raison là-dessus, je vois pas l'intérêt de faire un étalage de caca pour déterminer lequel a tel goût. Ça reste du caca, voilà. Dans les deux cas, vous avez deux tas de merde. Qu'il y en a un qui soit un caca mousseux et que l'autre, ça soit un caca tout dur, ça change rien, c'est du caca. Voilà. Donc en fait, flemme, quoi. Au bout d'un moment, on a autre chose à foutre, quoi. Je continue à reprendre le texte. La prison comme outil répressif à grande échelle. Depuis leur naissance, les prisons, ou tout système s'y assimilant, ont été au service du pouvoir. La possibilité d'enfermer les gens n'a jamais libéré aucun peuple. Seul le pouvoir et l'ordre sont protégés par cette mesure. Partant de cela, il devrait nous sembler totalement incongru de persister à demander toujours plus de mesures carcérales et punitives au nom du féminisme, alors même que ces mesures ont depuis longtemps été employées à notre encontre et non en notre faveur. La prison est un outil répressif. Ainsi, il est éminemment impossible d'en faire usage contre notre oppression. Non seulement, je pense que les prisons et le système pénitentiaire ne nous aideront aucunement à combattre le patriarcat, mais je suis en plus convaincu que c'est en détruisant les prisons que nous commencerons à avoir enfin la fin de ce dernier. Car il faut nous défaire de ces fondations et non tenter de les réformer.
J'aimerais vous faire part ici de 2 épisodes de l'histoire espagnole, emblématiques du rôle de la prison comme outil de répression à grande échelle. 2 épisodes montrant la corrélation entre pouvoir, oppression, prison. Mais également 2 épisodes qui soulignent pourquoi les féministes doivent se positionner contre ce système. Oui, je suis d'accord, mon propos était de mettre l'emphase que ce n'est pas le propre des régimes des années 30. L'Europe n'est jamais sortie du fascisme. Alors, j'entends, mais... il y a souvent un mais quand je parle. C'est comme tout à l'heure quand Fred, alors qu'on parle de Sandrine Rousseau qui dit des trucs qui sont éclatés au sol, m'envoie en premier lieu, avant quoi que ce soit d'autre, une tondelier. Systématiquement, quand on parle de régime fasciste, eh ben, on a tendance à pas parler de la France. Nous, personnes qui vivons en France, qui sont des ressortissants français, systématiquement, on parle de régime fasciste, notre premier réflexe, c'est de dire « Ouais, là-bas, la Hongrie !» Ouais, là-bas la Pologne. Là-bas tel pays random. Systématiquement. Vraiment, hein, premier degré, systématiquement. Vous pouvez regarder tous les rediffs de live que vous voulez sur ma chaîne. À chaque fois qu'on a parlé de fascisme, le premier réflexe, le premier truc qui apparaît dans un chat, c'est « Ouais, tel pays là-bas au loin !» Mais vraiment, hein, premier degré, un des pays les plus dégueulasses que vous avez sous la main, c'est le nôtre. Hein, vraiment. Hein, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Hein, vous n'avez vraiment pas besoin d'aller taper sur les voisins. Hein. Nous, on est pourris. Nous, on est déjà avec vraiment le haut du panier du gros tas de merde. Et vraiment, systématiquement, aller cibler le voisin, bah, c'est un réflexe qui est pas bon. C'est vraiment pas bien. On a bien des choses déjà à cibler sur nous. Hein. Vraiment, nos états actuels, notamment là actuellement avec Macron, mais même avant, hein, c'est vraiment le fond du panier de la merde. Hein. Vraiment, c'est bien plus que suffisant. Hein. Bonjour le chat, tu veux monter sur mes jambes, c'est ça? Viens là, mon grand. Oh oui, voilà. Ah non, tu veux juste les croquettes, connard. Il est juste passé sur moi comme si j'étais une autoroute pour aller vers sa gamelle. Choc-barre. C'est honteux, monsieur. C'est honteux. Je suis pas une autoroute, hein. Il s'en bat les couilles. Voilà, je vous le dis très clairement, il s'en bat les reins. Même pas, il a relevé la tête pour me regarder. Ah, c'est bon les croquettes, hein. Ouais, hein. Ça vaut plus que le respect, hein. Bah ouais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah j'en vais profiter pour boire mon café, tiens. Pensez à vous hydrater d'ailleurs. Hein? Pensez à boire de l'eau. Wesh. Ouais, moi je dis ça et je viens de boire un café, mais on se comprend. Hein. Je reprends. La Granredada. La nuit du 30 juillet 1749 débute ce que le peuple gitan nomme la Gran Redada, la grande rafle, que l'on nomme aussi, de manière plus explicite, prison générale pour tous les gitans. À partir de cette journée du 30 juillet et durant les jours suivants, plus de 10 000 gitans et gitanes, adultes comme enfants, furent enfermés. Les autorités placèrent d'un côté les hommes et de l'autre les femmes et les enfants. Les conditions d'enfermement étaient épouvantables, à commencer par le fait que le pouvoir n'avait pas de structure suffisante pour accueillir un si grand nombre de personnes. L'hygiène y était déplorable, les maladies, les famines récurrentes. Certains étaient menottés à l'intérieur des cellules. Parfois, et particulièrement chez les hommes, ils étaient contraints aux travaux forcés. L'objectif était clair, exterminer le peuple, qui était arrivé sur ce territoire 2 siècles auparavant. Cette situation a duré jusqu'en 1765, soit pendant 16 ans. Beaucoup de personnes en sont mortes, et sans aucun doute, toutes ont été traumatisées pour plusieurs générations. La prison et la logique punitive ont pu servir le racisme et l'antiziganisme du royaume. Enfermer est ici synonyme de couper du monde, donc de couper de la vie. Si la prison générale contre tous les gitans a été abolie il y a 250 ans, la réalité est que de nos jours, cette population continue d'être une des principales victimes de ce système, en particulier les femmes. Alors qu'on estime que le peuple gitan représente 1,4% de la population espagnole, les femmes gitanes représentent 25% des femmes détenues. Et on a à peu près le même genre de ratio en France sur les personnes racisées. Hein. Surprise mais pas surprise. Encore une fois, quand on vous dit que la prison c'est vraiment un organe répressif, de contrôle, etc., et que du coup il s'abat toujours systématiquement sur les personnes qui sont issues des marges, des gens qui sont issus des populations qui sont oppressées, c'est pas sans raison en fait. C'est littéralement le cas. Malheureusement, c'est littéralement le cas. Ce n'est que un énième exemple. Je reprends.
Elles sont donc surreprésentées en prison, alors qu'elles représentent une minorité à l'extérieur. Ces processus trouvent leur origine dans la situation de marginalisation et d'exclusion que subit une grande partie de la population gitane dans notre société, aggravée par la criminalisation progressive de leurs moyens de subsistance et les représentations sociales stéréotypées qui les rattachent au délit et à la déviance sociale. Ces représentations influencent l'action policière car elles font porter une suspicion continue sur cette population, mais aussi l'action judiciaire qui permet d'agir avec de larges marges discrétionnaires en se fondant sur de nombreux préjugés qui existent dans la société envers la population gitane, explique Teresa Martín Palomo. Le délit et le crime sont des constructions sociales. Le crime n'a pas de réalité ontologique. Le crime n'est pas un objet, mais il est le produit de la politique pénale, disait Luc Hulsmann, criminologue et juriste néerlandais, en faveur de l'abolitionnisme pénal. Il ne faut pas voir les incarcérations comme le simple non-respect de la loi. Les personnes incarcérées ne le sont pas car délinquantes, mais bien car sociabilisées comme telles, ou victimes d'une société où leur propre existence est criminalisée, comme c'est le cas pour les gitans et gitanes. Par le passé, dans l'État espagnol, il y a eu plus de 200 lois anti-gitanes en vigueur. Des lois qui interdisaient, entre autres, l'emploi du caló, la langue des gitans et gitanes espagnols, le port de leur habit traditionnel, la vie nomade, la pratique de métiers libres, non salariés, donc non soumis à un patron. En d'autres termes, être gitan était un crime. Leur existence allait de fait à l'encontre de la loi. L'exemple des femmes gitanes n'en est qu'un parmi toutes les populations marginalisées qui sont surreprésentées en prison. À l'heure où l'extrême droite promeut des discours sécuritaires pour alimenter la peur et la haine, il convient d'employer des mots justes. Lorsque nous parlons de population carcérale, il n'est pas question de criminalité, mais de criminalisation. Et c'est pas la même chose. Les prisons pendant la dictature franquiste. L'exemple d'Amorebieta. Dans l'histoire récente de mon pays, les prisons ont joué un rôle clé dans la répression. Si mes ancêtres ont été libérés au début de la dictature, celle-ci a usé de l'incarcération afin de supprimer les personnes qui la gênaient. Pour rester dans le contexte des femmes et du territoire basque, je vais me référer au travail de l'historienne Asuncion Badiola Aristimuno. Désolé, j'essaie de bien prononcer, mais encore une fois, j'ai sûrement une prononciation qui est exécrable. Vraiment désolé. Spécialisée dans la répression franquiste au Pays Basque pendant l'après-guerre. Dans son livre « Individus dangereuses, la prison centrale des femmes de Amorebieta, 1939-1947 », en 2019, non traduit, elle essaye de retracer les grands moments de la prison où étaient envoyées des femmes venues de tout l'État espagnol et considérées comme très dangereuses par le régime franquiste. L'intérêt de cet endroit, hormis sa cohérence avec le contexte du sujet qui nous anime, est que cette prison centrale exclusivement féminine n'abritait en son sein excusez-moi, j'ai mal lu, en son sein que des femmes condamnées pour des motifs politiques. L'autrice divise l'histoire de la prison en deux périodes. Première, courant de 1939 à 1940. Désolé, je commence à sentir que je fatigue parce que je saute des lignes et du coup, si je m'arrête en plein milieu du récit, c'est parce que justement j'ai sauté une ligne et que je vois que c'est pas la bonne ligne. Du coup, je suis en mode attends quoi ? Est-ce que je pense que ça sera la dernière VOD et qu'après je couperai. Pour le coup, je pense que d'ici 10-20 minutes, je couperai l'enregistrement et que je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je reprends. Lors de cette première période, sont internées à Amorebieta des femmes accusées du célèbre délit de rébellion sous toutes ses variantes. Un tiroir dans lequel sont inclus des accusations comme défiler armée avec un pistolet, habillée en milicienne, à être une propagandiste connue de l'idéal marxiste, avoir des idées rouges séparatistes, avoir des idées socialistes avancées, etc. Une des variantes de ce délit est celui d'adhésion à la rébellion, article 238 2A du Code de justice militaire de 1890. Pour être condamné pour adhésion, il suffit d'avoir été dénoncé pour appartenir à un parti politique qui n'est pas de droite ou simplement pour avoir une idéologie de gauche ou nationaliste. La deuxième période va de 1940 à 1947, pendant laquelle le caractère politique de la prison se confirme et se renforce. Leur profil, aux nouvelles détenues, en nous basant sur les noms et témoignages dont on dispose, est celui de femmes de gauche, politiquement actives, qui, pendant toute la dictature, continueront de lutter contre le fascisme dans la clandestinité. Ce sont les femmes que l'historien Ricard Vignès a appelées irrédentes, pour avoir persévéré dans leurs efforts de se réorganiser coûte que coûte pour continuer de lutter contre le régime. Il est important de comprendre que ces femmes n'ont pas uniquement été victimes de la répression à cause de leur idée politique, ou le plus souvent de celle de leurs proches.
et de leur appartenance à la classe prolétaire. Leur incarcération était aussi due à leurs conditions de femmes, dans un territoire qui était gouverné par le fascisme, dont une de ses principales caractéristiques est la misogynie. Ascension Babiola Ariz Timuno nous explique que les femmes étaient un ennemi que le régime considérait dangereux, de par la manière dont les femmes, en tant que mères et maîtresses d'école, pouvaient être la graine de la perdition rouge et rouge séparatiste de l'avenir. À vrai dire, la prison d'Amorebieta ouvre en août 1939 comme un point noir dans la géographie basque, conçu comme un lieu pour femmes terribles, une prison de punition, inclus dans le circuit pénitentiaire que les vainqueurs établissent pour faire disparaître la semence marxiste. Leur condition a même été pathologisée, notamment par Antonio Valero Naquera, chef des services psychiatriques militaires, auteur de plusieurs études sans fondement scientifique. Il est parti de l'hypothèse que les femmes en général, et les rouges en particulier, avaient des traits physiques et psychiques qui les plaçaient sur un plan d'infériorité par rapport à l'homme, que les facteurs, marxisme, femmes, révolution, devaient être traités médicalement. À partir de ces présupposés théoriques, il a conclu que les femmes rouges étaient clairement des êtres dégénérés avec des traits criminels. La pathologisation de leurs conditions de femmes et de leurs idées politiques est donc suivie d'une criminalisation. N'est pas criminelle celle qui commet des délits, mais celle qui est criminalisée. Ces femmes vivaient, même si vivre ici n'est pas forcément le terme approprié, dans des conditions épouvantables. En plus de l'enfermement, de la répression en soi, les détenus étaient victimes de maltraitance des bonnes sœurs qui dirigeaient le lieu, de la faim, de la maladie. Celles qui étaient mères étaient également torturées par le biais de leurs enfants qu'elles avaient à peine le droit de voir, même lorsqu'ils étaient malades, et dont elles étaient séparées dès qu'ils atteignaient les 3 ans. Les petites étaient alors envoyées chez la famille de la recluse. Si la dite famille n'existait pas ou était également en prison, les enfants étaient confiés aux autorités, gardés par des familles ou envoyés dans des écoles où les valeurs du régime franquiste leur étaient inculquées. Parfois, leur nom était changé et leurs traces perdues. Ils font partie des milliers d'enfants volés pendant la dictature. À toute la souffrance que ces femmes enduraient s'ajoutait l'isolement et l'arrachement de leurs racines. Chaque donnée obtenue confirme que la politique du régime consiste à éloigner, éviter les contacts, supprimer les liens d'amitié, rompre les racines, qu'elles soient nouvelles ou anciennes. En définitive, mettre en place un environnement qui est hostile, non familier, aux vaincus, pour le briser psychologiquement et le rééduquer avec les valeurs du régime. Des coutumes que l'État espagnol conserve encore de nos jours. L'exemple de cette prison met en avant le caractère patriarcal de la dynamique carcérale. Et il serait une erreur de penser que cela n'est propre qu'aux prisons des régimes dictatoriaux. Est-ce que je pousse encore un peu? Parce que je suis sur une fin de partie. Ouais, je pense que je vais pousser encore un peu. La prison comme carrefour des oppressions. Racisme, classisme, sexisme. Bien qu'il n'y ait pas, dans le contexte politique qui est le nôtre, de lois qui viennent explicitement dicter une incarcération de masse, le fait est que depuis plusieurs décennies, les effectifs de la population carcérale n'ont cessé de croître de façon très soutenue, et ce, dans différents pays. Dans son livre « Punir, une passion contemporaine », le chercheur Didier Fassin raconte: la France traverse la période la plus répressive de son histoire récente en temps de paix. Si l'on fait exception en fait des années qui ont irrémédiablement suivi la Seconde Guerre mondiale, jamais autant d'hommes et de femmes n'y ont été emprisonnés. En un peu plus de 60 ans, la démographie carcérale a été multipliée par 3,5. On comptait 20 000 détenus en 1955, 43 000 en 1985, 66 000 en 2015. Un nouveau record a été battu en 2016 avec près de 70 000 prisonniers. La progression est encore plus marquée pour ce qui est des personnes suivies en milieu ouvert, dont les effectifs ont presque quadruplé en 30 ans. On dénombre ainsi aujourd'hui plus d'1/4 million de personnes sous main de justice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est aberrant. À quel point c'est juste mais complètement éclaté au sol comme chiffre. C'est tellement grave et la prison est tellement pas vue comme un problème alors que vraiment c'est un furoncle purulent et dégueulasse quoi. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Je reprends. Au 1er janvier 2021, soit 4 ans après la publication de son livre, on comptait en France 62 673 personnes détenues. Selon l'Observatoire international des prisons, le taux moyen d'occupation des différents centres pénitentiaires français est de 116%. Mais dans les maisons d'arrêt, pour hommes, ce chiffre est diablement plus élevé. Fassin rend également compte du contexte états-unien. Oui, parce que là, comprenez bien qu'on est sur des valeurs qui sont des valeurs nationales. C'est-à-dire qu'on fait une moyenne. Mais en fait, le taux d'occupation n'est pas du tout le même.
Vous avez donc, comme ça a été dit, les maisons d'arrêt pour hommes. En fait, le taux d'occupation, il n'est pas de 116%. Il est drastiquement au-dessus. Parce que, en fait, dans d'autres secteurs d'emprisonnement, le taux est beaucoup plus faible. Et c'est ça le truc, en fait, qu'il faut bien capter. Et encore une fois, en France, étonnamment, c'est les populations qui sont en marge qui sont les plus représentées dans les prisons. C'est les personnes racisées, etc. Surprise, mais pas surprise. Hein. Donc, encore une fois, à un moment donné, il faut se rendre compte que la prison en tant que telle, forcément, il ne peut que poser problème. Elle ne peut pas exister dans une société plus idéale, en fait. C'est pas possible. Vraiment, la prison, il faut s'en débarrasser. C'est une nécessité. La France n'a toutefois pas l'apanage de cette évolution et des logiques qui la sous-tendent. C'est aux États-Unis qu'elle est à la fois la plus spectaculaire et la mieux étudiée. En 70, il y avait 200 000 personnes dans les prisons fédérales et d'État. 40 ans plus tard, on comptait 8 fois plus, et en incluant les établissements pénitentiaires locaux, les jails, le total approchait de 2,3 millions. Si l'on additionne les personnes en liberté surveillée, en probation, ou aménagement de peine, parole, on dépasse alors les 7 millions. Partout dans le globe, le nombre de détenus grandit plus rapidement que le nombre de places dans les structures pénitentiaires. Mais pourquoi la population carcérale augmente-t-elle ? Dans un contexte sociopolitique où les discours sécuritaires mènent la danse, nombreux pourraient être tentés de répondre que si le nombre de détenus est en hausse, c'est tout simplement en raison de l'augmentation de la criminalité et de l'insécurité en France ces dernières années. Une démarche intellectuelle basée sur une logique de cause à effet, facile à comprendre, facile à transmettre. Sauf que, si l'on se penche sur ces chiffres, une telle logique ne tient plus tellement la route. La réalité, elle est bien plus contrastée que cela. Le dossier des statistiques de la délinquance, coordonné par René Padieu, INSEE, Inspection Générale, publié en 2023, nous mettait déjà en garde contre les mauvaises interprétations et les schémas de pensée erronés. Bien souvent, les notions d'insécurité et de délinquance sont évoquées ensemble et quasiment assimilées l'une à l'autre. Or, elles sont bien différentes. Il y a tout d'abord des infractions qui ne font pas de victimes, du moins pas de victimes individuelles, et qui donc ne contribuent pas à l'insécurité. La fraude fiscale, par exemple, ou le stationnement interdit, lorsque des statistiques de crimes et de délits constatés sont reprises périodiquement par la presse et comprises par le public comme une mesure de l'insécurité, il s'agit donc d'un abus de sens. Elles incluent les infractions qui ne menacent pas les personnes. Et il leur manque ce qui n'est ni déclaré ni constaté. Certes, il y a un lien, mais cette statistique ne doit être prise ni comme une mesure du niveau, ni comme un indicateur de l'évolution de l'insécurité, ni de l'efficacité de la répression. Tant sont nombreuses les causes de divergence. La notion d'insécurité comporte aussi une dimension d'incertitude. L'insécurité serait seulement la possibilité, la probabilité d'être victime sans l'être encore. Là où la victimation se constate, l'insécurité ne peut être qu'estimée. Lorsqu'on parle d'insécurité, il s'agit plutôt du sentiment d'insécurité. Une insécurité qui est ressentie, qui peut s'écarter d'une telle mesure objective. Une autre source de malentendu tient à des différences de ce que l'on compte. Un délit a un auteur, mais peut en avoir plusieurs, qui ont agi en association ou en bande. Il peut faire une victime ou aucune, on l'a dit, mais il peut aussi en faire plusieurs. Selon que l'on compte des auteurs, des faits ou des victimes, on parvient à des chiffres différents. Tout ce qui précède montre que la question de la délinquance et de l'insécurité recèle de multiples ambiguïtés. Les débats auxquels on assiste sont confus. Ceci est dû à la complexité des phénomènes, à la multiplicité des notions convoquées pour en parler, mais aussi la méconnaissance de cette complexité conduit trop souvent les commentateurs à des raccourcis abusifs et à des affirmations qui sont sans fondement. Les chiffres sur la criminalité et la délinquance en France sont donc à prendre avec des pincettes, car leurs résultats varient en fonction du prisme par lequel l'étude est faite. Par ailleurs, en ce qui concerne l'avant 2007, la formule pour les calculer est aujourd'hui considérée comme obsolète. D'autre part, et cela est rarement évoqué, pour qu'une donnée soit intégrée dans les chiffres sur la délinquance, il faut qu'elle relève du délit, donc d'un acte illégal. Mais qu'est-ce qu'un délit, sinon un fait sociabilisé comme tel ? Si demain, écrire de la main droite devient illégal, alors demain, les statistiques montreront une nette hausse de la criminalité en France. Pourtant, ces personnes faisaient la même chose hier sans être considérées comme délinquantes. La criminalité augmentera car la criminalisation, soit le fait de rendre quelqu'un ou quelque chose criminel à travers la loi, aura augmenté. Si demain on nous montre ces chiffres sans nous indiquer la nature des faits inculpés ni l'évolution des législations, il devient très facile de créer un climat anxiogène qui est fondé sur la peur de l'insécurité. Au sujet de cette surpopulation carcérale, l'Observatoire international des prisons stipule: les chiffres ne traduisent pas pour autant une augmentation de la délinquance, comme le rappelait l'ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue.
Il faut se défaire résolument de l'idée commune selon laquelle les effectifs de personnes emprisonnées sont liés à l'état de délinquance du pays. Le taux de détention est passé sur la période 1990-2020 de 78 détenus pour 100 000 habitants à 105,4 pour 100 000 habitants. Les indicateurs de l'évolution de la délinquance et de la criminalité recensés ne témoignent pas d'une évolution corollaire. Les analyses de l'Observatoire scientifique du crime et de la justice, l'OSCJ, tirées de données policières et sanitaires, témoignent même d'une tendance à la baisse de divers types d'infractions, comme les vols de véhicules, les cambriolages, qui diminuent depuis 2 décennies, et encore les homicides, qui se situent à un niveau très bas, 0,013 décès pour 1000 habitants. Les vols avec armes diminuent en outre sensiblement depuis 10 ans, 16 100 cas enregistrés en 2009, 7 600 en 2019. Quant aux agressions physiques non létales, elles sont restées globalement stables sur la période, avec néanmoins une augmentation récente. Même chose concernant les violences sexuelles. On ne note une hausse significative des dépôts de plaintes que depuis fin 2016. SSMSI. Ce sont donc les politiques pénales, les tendances sécuritaires, les stratégies d'incarcération de masse que nous devons questionner. Mais pas seulement. Les politiques pénales visent des populations précises, à savoir les plus vulnérables et les plus marginalisées. Les classes populaires y sont surreprésentées. Selon l'OIP, un SDF sur 2 jugé par un tribunal correctionnel est condamné à de la prison ferme. Plus de la moitié des personnes incarcérées étaient sans emploi avant leur détention. 80% ont un niveau d'études qui est inférieur au bac. 10% sont en situation même d'illettrisme. Dans les pays où les statistiques ethniques sont autorisées, on observe de même une surreprésentation des personnes racisées dans la population carcérale. Dans Punir, Didier Fassin explique. Selon les études conduites ou analysées par Bruce Western, si le taux d'incarcération dans les prisons fédérales des États et des comtés a été multiplié par 6 entre la fin des années 70 et le début des décennies 2000, cette évolution a principalement affecté la population qui est noire, surtout la plus défavorisée. Entre 1980 et 2000, la proportion d'hommes emprisonnés a progressé de 0,7 à 2,1% pour les blancs, de 3 à 7,9% pour les noirs. Pour les hommes âgés de 20 à 40 ans n'ayant pas terminé leurs études secondaires, ce taux est passé de 2,1 à 6,7 pour les blancs, de 10,7 à 32,4 pour les noirs. En termes de parcours de vie, entre la génération née dans les années 40 et celle née dans les années 60, la probabilité d'avoir été en prison avant l'âge de 35 ans a augmenté de 1,4 à 2,9% pour les blancs, de 11 à 20,5% pour les hommes noirs. Parmi ces derniers, elle atteint 58,9% pour ceux qui n'ont pas terminé leurs études secondaires. Les hommes blancs sont 10 fois plus nombreux à avoir obtenu une licence qu'être allés en prison, tandis que les hommes noirs ont 2 fois moins de chances d'avoir obtenu un diplôme universitaire que d'avoir été incarcérés. Glaçant, hein? Sympatoche, hein? Le racisme, le patriarcat, la violence de classe sont donc les conditions essentielles à la survie des prisons. Les personnes en marge de la société sont les premières victimes du système carcéral. Dans un article publié dans le média Catalunya Plural en juin 2018, la militante anarcho-féministe Laura Macaya explique. Le système pénal et ses prisons sont une des principales stratégies de répression contre toutes les personnes les plus pauvres, vulnérables, transgressives de la société. Les normes punitives s'appliquent de manière inégale en se basant sur des critères classistes, racistes, sexistes, LGBTophobes, des modèles de distribution hiérarchique du système capitaliste. Mais en plus, les prisons et les systèmes pénals perpétuent à leur tour les violences du genre, comme le montre bien la punitivité et les violences que subissent les travailleuses du sexe, les femmes trans, les femmes migrantes, les femmes dissidentes politiques de la part des corps policiers, des organismes judiciaires. Il faut également prendre en compte que ces mêmes femmes peuvent être victimes de ces violences pour lesquelles nous cherchons des solutions punitives, et la responsabilité politique devrait nous prémunir de renforcer les institutions qui génèrent toujours plus de souffrance envers les mêmes. De nos jours, il est encore courant de lire des commentaires qui stigmatisent les personnes détenues, comparant même parfois les centres pénitentiaires à des clubs med, ignorant complètement le contexte ayant pu conduire ces personnes là-bas, les conditions dans lesquelles elles vivent, les conséquences désastreuses qu'une condamnation aura sur elles, leurs proches, la société en général. Nous continuons de présenter la prison comme la solution à nos problèmes, comme le moyen de faire face à nos oppressions, alors même qu'elle représente le carrefour où les différents systèmes de domination convergent. À l'heure où l'insécurité se retrouve une nouvelle fois au cœur de l'actualité,
où le ministre de l'Intérieur parle d'ensauvagement d'une partie de la société, où le gouvernement annonce une hausse de budget de la justice de 8% pour 2020, il serait temps de s'attaquer à la cause réelle de la délinquance et de la criminalité en France, dit Lucille Pétavin dans la conclusion de son livre « Le coût de la virilité ». Dans cet essai, l'autrice tente de calculer le montant de dépenses en euros que la virilité coûte à l'État chaque année. Si les chiffres cités peuvent être impactants, la méthode de calcul peut et doit être largement discutée, notamment en ce qui concerne les liens de cause à effet que l'autrice décrit. Ça, c'est très bien. Ça, c'est pour dire qu'en fait, Laura Pétavin, il y a des angles morts assez phénoménaux et que c'est important de le prendre en compte, quoi. Dans la phrase citée, je la rejoins sur le fait qu'il serait temps de s'attaquer à la cause réelle. Mais à une chose près, je ne pense pas que le problème soit que la criminalité en France fasse augmenter le budget de la justice et de la police, mais bien que depuis des années, on assiste à des coupes budgétaires importantes dans la santé et l'éducation, alors que de très gros moyens sont alloués à la répression, à l'armement des forces de l'ordre et à la construction de nouvelles prisons. Parfait. Je vais m'arrêter sur ça parce que du coup on finit une partie. La prochaine partie, ça sera une police et une justice contre le peuple. On est déjà page 71. Mine de rien, ça se lit vite, ça se lit bien. C'est vraiment très cool. Petite fougère de YouTube, on s'arrête là-dessus. J'espère que tu as apprécié cette lecture, qu'elle était encore une fois agréable et pertinente. Ça fait tellement du bien de lire un texte qui est bien, en fait, voilà, qui tout simplement est un texte bien par rapport au texte qu'on a lu ces derniers temps. Vraiment, ça fait du bien. Oh là là, ça fait du bien. Petite fougère de YouTube, des bisous, à très bientôt pour la suite. Ciao ciao ciao.